Le fait que les trois comédiens principaux, si je ne me trompe pas, du moyen métrage avec les trois, se retrouvent dans ce film-là, c'est le hasard ou... Non, en fait, j'ai fait un petit court-métrage comme une demande d'un producteur qui s'appelle Serge Catoire, qui était directeur de production sur un film de mon père dans lequel jouaient Vincent et moi. Et en fait, on a tourné ça à Cinecittà. Il avait vu au Rush, parce qu'on faisait des projections de Rush à l'ancienne. Il a dit, mais vous deux à l'écran, c'est drôle. Je te produis un film sans argent, fais-le. Donc on a fait La Règle de 3. Ouais. Et en fait, une productrice qui s'appelle Annemiek Toussaint, qui elle a produit une quantité de longs métrages, qui avait vu, je vous raconte vraiment ma vie, qui avait vu le moyen métrage Petit Ailleurs et qui m'avait dit j'aimerais bien qu'on travaille un jour ensemble, a vu le court métrage, a dit j'adore ce petit trio d'acteurs, écris un truc à trois pour eux. Donc c'est comme ça, en fait, c'est par un désir aussi d'une productrice. Parce que moi, ma théorie, c'est qu'on fait un film aussi pour plaire à son producteur. Et qu'elle, elle a un rapport très, je sais pas, elle a un rapport très joyeux au cinéma, donc j'avais envie aussi qu'elle rigole un peu. C'est comme ça que j'ai développé, en tout cas c'est comme ça qu'est partie l'histoire. Après, c'est vraiment avec Christophe qu'on a articulé cette espèce de mouvement amoureux, léger, drôle, pathétique, qui emprunte à la fois au cartoon, à la bande dessinée, à des films des années 80 que moi j'adore, comme même Marche à l'ombre ou Rendez-vous d'André Téchiné. Une sorte d'hommage comme ça, des films qui s'accordaient le temps d'être fiévreux et de ne s'occuper que d'amour. Parce qu'aujourd'hui, de temps en temps, c'est vrai qu'on pourrait reprocher au départ, même le projet de départ, il pourrait même se faire accuser d'être un peu amnésique, genre tu ne regardes pas la société ou tu n'embrasses pas la société et ses problèmes. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire une sorte d'épopée, d'arriver à rendre aventureux une aventure qui était une aventure sentimentale, amicale, amoureuse et drôle. J'avais envie de faire ça, un film. C'est bizarre de reprocher qu'il n'y ait pas de dimension sociale et tout ça, alors que les personnages sont quand même ancrés dans une vie. Non, c'est pas reproché, mais si vous voulez, c'est comme ça. C'était un autre pari du film. C'était comme je suis arrivé. Moi, j'arrive d'un cinéma avec une image d'un cinéma très d'auteur. On a pu à un moment donné estampiller Nouvelle Vague, et même qu'on pourrait rapprocher d'une sorte d'esthétique Nouvelle Vague, mais même publicitaire, genre noir et blanc, Café de Flore. Donc je savais que quand j'arrivais avec ce projet, en le montrant même aux financiers, c'était limite, ils me demandaient pas si je le tournais pas en noir et blanc au Flore en lisant du Kundera. Mais moi, ce que j'expliquais aux gens, c'est qu'en fait, j'allais faire des personnages qui étaient des marginaux, qui étaient un peu en dehors de la société, pas vraiment intégrés, pour justifier le fait qu'ils n'avaient que l'amour, l'amitié pour s'accrocher. C'est-à-dire, c'était ça qui les rendrait émouvants. Enfin, c'est ça que je m'étais dit en faisant le film. En plus du fait que voilà, ils n'avaient pas de plan de carrière, ils n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de projet de promotion, si ce n'est que leur promotion, c'est d'être aimé, quoi, en gros. Voilà. C'était des gens très sensibles, un peu désaxés, pour reprendre le film de John Huston. Et oui, bah, je ne sais pas comment dire, loser, mais c'est loser au sens cinématographique, parce que quelqu'un un jour, à la fin d'une projection, m'a dit, mais loser, c'est un peu péjoratif, c'est les perdants. Je dis, mais c'est des perdants au sens de... Pardon, magnifique. Oui, des perdants magnifiques, on pourrait dire. C'est toujours les rôles de gens qui ne sont pas des grandes réussites auxquelles on s'attache. On aime bien Scarface parce qu'à un moment donné, il va réussir, mais il va déchoir. Enfin, c'est pour ça que je réponds à la dame là, qui me disait ça, comme si je pense pas que dans la vie, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est exactement le film que je voulais faire. Ça, j'ai jamais eu de... Il n'y a pas eu au montage? Non, jamais. Je suis vraiment dans la tranche où... C'est de l'argent, hein, le film coûte 2 millions, donc c'est une somme considérable comparé à la vie domestique de chacun, de tous les jours, quoi, de vous, de moi. Mais c'est quand même dans la fourchette basse des films. Donc du coup, je n'ai pas une sorte de... Le cinéma français est organisé de telle sorte qu'on peut encore tenter des choses un peu libres sans avoir l'angoisse de... Évidemment, moi, mercredi, j'ai envie qu'il y ait du gens qui voient le film. Mais ça ne serait pas une catastrophe économique. Je ne mets personne en péril. Mais c'est aussi ça, c'est comme ça que je voulais le faire. Donc j'étais très libre. Référence au fait que avant, c'était des gros groupes à la télé, des gros groupes, et notamment des groupes industriels. Ouais, mais ils sont quand même... Ah oui, mais je pense aussi qu'ils ont leur orgueil, ces gros groupes comme Canal+, c'est aussi de dire qu'ils financent un cinéma assez libre. C'est leur manière d'être un groupe industriel fier d'eux-mêmes. C'est vrai qu'ils sont contents de dire, nous, on finance le cinéma libre. Et Arte encore plus, parce qu'Arte, j'ai jamais eu rien de pression, ni de demande de réécriture. Et le CNC, par contre, le CNC, j'ai eu du mal. Ça, par contre, je l'ai passé 3 fois le concours. D'abord, je suis allé au second tour, je me suis fait virer, j'ai pas repassé le premier tour, je me suis fait virer. Je suis repassé une deuxième fois, là j'ai eu un grand oral où j'avais plus travaillé peut-être, ou en tout cas je formulais plus ce que j'avais envie pour essayer de donner envie aux gens du film, parce que c'est bien ça le travail du metteur en scène, c'est de donner envie aux gens à la fois de l'équipe du film pour qu'ils le fassent, et puis à ceux qui le financent de le financer, de donner leur argent. Donc ça j'ai essayé beaucoup. Et puis le fait que j'avais fait un moyen métrage avant,
je montrais un peu de quoi, comment est-ce que je dirigeais un peu les acteurs, ou comment je les regardais, parce que je pense pas qu'on les dirige les acteurs, on les aiguille. Mais en France, que ce genre de film aussi a des chances d'exister, parce que la carrière de Robert Bresson, par exemple, ce que Truffaut appelle une carrière de prestige, elle n'est possible qu'en France. Parce qu'en France, vous le savez, on a cette espèce de système génial que les Américains nous envient et veulent détruire, parce qu'ils ont leur taxe de l'argent sur les recettes qu'ils font, pour dire oui, mais c'est comme ça, si vous venez en France, parce que c'est notre orgueil, c'est notre fierté. Parce que même à l'intérieur du cinéma, vous verrez, à l'intérieur du cinéma, il y aura toujours des gens qui râlent. Mettez les mêmes gens à l'extérieur, ils diront que le système est génial. Parce que ce serait leur fierté. Cette exception culturelle dont vous parlez, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est un peu en péril aujourd'hui Ça serait trop global. Je sais pas, c'est une réflexion trop globale. Mais non, à partir du moment où le CNC dispose d'une somme vraiment conséquente pour l'audiovisuel, en comparaison du Portugal, il y a toujours une sorte de volonté de l'État de favoriser la fabrication d'objets artistiques. Donc, pour l'instant, c'est pas mis en péril. Après, les financements privés, il faut toujours pousser les grands patrons, les grands groupes, de dire soyez orgueilleux, soyez fiers de fabriquer des objets artistiques et investissez dedans. Investissez dans le football. Les gens, c'est pareil parce que leur fierté, c'est aussi le sport. Et soyez fiers aussi à l'étranger de produire un cinéma artistique. Sinon, le cinéma commercial, parce qu'il faut tout, si vous voulez, pour l'équilibre, il faut des films commerciaux et des films qui sont des fois plus libres et qui tentent des choses que les films commerciaux reprendront d'ailleurs. Parce que peut-être un film commercial, de temps en temps, il a à apprendre d'un film qui n'est pas commercial et qui a tenté des nouvelles formes. Je sais pas, comme Tréplef, là, mais de la même manière que le cinéma, moi, en tout cas, je pense, le cinéma plus modeste, il a aussi à apprendre des formes de films plus commerciaux. Et le regard du réalisateur sur l'acteur, il se fait pendant ou après, là, on a besoin de voir l'image pour se dire Non, ça j'aime pas. D'ailleurs, j'ai appris que c'était Jerry Lewis qui avait, lui, le premier convoqué ce qu'on appelle le combo, là, le petit truc de vidéo pour regarder après. Et moi, j'aime bien parce que je ne le supporte tellement pas, mais j'ai tellement une autre image de moi quand je pense à moi qui tout de suite est détruite quand je me regarde, si vous voulez. Donc, du coup, Donc c'est le regard de l'autre, Non, je disais en plaisantant. Puis c'est aussi Vincent qui de temps en temps me disait arrête de me juger quand tu joues, joue ton rôle. Parce que de temps en temps j'étais là. Alors il me disait joue ton rôle. Alors je disais oui, t'as raison. Il y avait quand même 3 acteurs jouent ensemble. Il y a une position de metteur en scène, et quand on dit action, si vous voulez, c'est vraiment aux acteurs qu'appartiennent le rythme, la chorégraphie. J'avais quand même 2 personnes avec moi qui m'emmenaient. C'est plus les acteurs que les techniciens qui... Oui, plus les acteurs que les techniciens, bien sûr. Enfin, c'est eux en tout cas qui ont là, puis j'ai confiance en. Après, chacun est ingénieur de sa spécificité. Il y a l'ingénieur du son, l'ingénieur de l'image, et après les ingénieurs dramatiques. Donc j'avais quand même 2 grands ingénieurs dramatiques avec moi. C'était plutôt pas mal. Alors, vous avez tenu à tourner en 35 mm ce film. Oui. Avec un si petit budget, vous auriez pu travailler en numérique. Les résultats maintenant sont quand même très bons en numérique. Pourquoi cette volonté encore de tourner en 35 mm? Je pense qu'il faut beaucoup étudier le numérique pour comprendre comment l'utiliser, pour arriver à avoir sa vision puis le même rendu, tandis que moi j'avais quand même un peu étudié la pellicule avec les 3 films que j'avais fait auparavant, donc je me suis dit, je vais pas foutre à la poubelle tout de suite ce que je sais un peu, je vais quand même un peu réutiliser mon savoir. Parce que je pense qu'il faut recommencer au début, il faut faire des recherches. Donc pour mon moyen métrage en noir et blanc, j'avais fait j'avais fait des tests et des tests, même pour les autres, donc je connaissais à peu près en dialogue avec l'opérateur quel était le genre de rendu un peu brut, un peu justement années 80 que je voulais. Donc je me suis dit c'est un peu dommage de perdre tout ça. Mais effectivement, oui, en numérique on peut. Et en plus de ça, moi, comme je savais que j'allais jouer dans le film, j'avais besoin de la concentration que donne cette espèce de produit qui passe, enfin cet objet qui passe qui est la pellicule, ça me concentre plus. En faisant des essais, j'ai fait des essais en numérique, et je trouvais que quand on tournait en 35, tout le monde était concentré, et donc le plateau où étaient les acteurs était surélevé par leur concentration, et dès qu'on tourne en numérique, tout le monde s'en foutait. Donc du coup, on a l'impression que ça sert à rien, on tourne, on appuie, on détend. Comme disait Carix dans une interview, c'est vrai que c'est plus c'est des ordinateurs. C'est des ordinateurs, c'est plus des machines. Et c'est vrai que c'est très agréable, l'homme-machine, enfin, il y a toujours des belles machines en numérique. Hein. Il y a quand même un côté un peu, cette espèce de matière un peu inexplicable. Pourquoi quelqu'un disait dans une interview que c'était de la féculente pomme de terre, je crois, au départ, la matière utilisée par. Oui. C'était j'aime bien ça. J'aime bien voir l'assistant qui sort le truc, qui met sa petite tente et qui recharge la bobine. J'adore ça. Alors, le film, après le montage, j'ai posé des musiques à moi, de mon iPod, de mon iPhone. Et puis après, j'avais vraiment envie de demander à Philippe Sartre d'abord, parce que j'adore ses mélodies. Je
c'est un grand mélodiste. Il a aussi, en plus, travaillé sur un triangle amoureux qui est César et Rosalie. Donc j'espérais que le film allait pouvoir l'intéresser. Et j'avais envie, je lui ai dit, lui, il a vu la culpabilité tout de suite. Il m'a dit, c'est ça qui m'inspire, c'est la culpabilité. Et en même temps, je savais, comme le film, si vous voulez, prend très au sérieux les sentiments des personnages, mais comme spectateur, quand on les regarde, le contraste s'opère entre le film qui les prend au sérieux et nous, on sait c'est-à-dire que c'est pas si grave que ça. Et c'est un contraste constant entre le tragique pour eux et le fait qu'on sache. Et j'attendais de la musique de Philippe Sard qu'elle vienne comme ça colorer le film de cette espèce de musique à la fois lyrique et en même temps un peu humoristique. Et elle arrive à faire les deux, je trouve, le travail. Elle fait une espèce d'aller-retour comme ça, c'est pas si grave, en même temps je sais combien ça fait mal.